Salut! Là, ça va être un talk un petit peu plus soft. Moi, j'ai comme le cerveau qui a complètement explosé. On a vu des trucs un peu back-end, front-end, infra, machine learning. Là, je suis vraiment très, très high level. On va aller un petit peu plus gestion de projet et interaction dans une équipe. Fait que je viens de vous faire une petite présentation sur la revue de code. C'est un truc que j'ai donné ailleurs, puis je pense que le crowd est quand même assez familier avec le topic, fait que je vais peut-être skipper un peu au niveau introduction les cours de faire de la revue de code. J'utilise Pro de façon un peu légère, puis il y a des trucs, ça va avoir l'air prescriptif, mais c'est juste une série de trucs puis d'astuces, puis vous prenez ce qui fait du sens dans votre contexte, puis vous pouvez rejeter le reste. Là. Soyez super agile avec vos processus, puis n'hésitez pas à toujours faire une petite introspection, puis voir qu'est-ce qui marche bien pour vous autres, puis qu'est-ce qui ne marche plus, puis que vous devriez juste délaisser. Quand je présente ça à du monde qui ne l'ont pas, souvent les boss me demandent à quoi ça va servir de faire passer plus de devs sur la même tâche. Est-ce que ça ne va pas juste me coûter plus cher? Puis on a tous à l'école vu le genre de graphique qui illustre le coût de correction d'un bug, là, dépendamment où il a été trouvé dans le cycle de vie de développement de l'application. Nous autres, on est quand même assez conscients de ça. On sait que quand on est en train de coder le truc, on a encore tout le contexte en tête. Faire une correction, c'est une histoire de quelques secondes. Ça implique juste nous autres. Puis dès qu'on tombe dans des étapes un petit peu plus loin, en revue de code, en QA, ça implique déjà plusieurs intervenants. Il y a un coût de communication, il y a des allers-retours. Puis rapidement, les coûts explosent. Puis on le sait, en production, là, c'est exponentiel. Parce qu'il arrive un bug en prod, les développeurs arrêtent ce qu'ils sont en train de faire, tout le monde commence à chercher, met le casque de pompier, on essaie d'éteindre les feux. Puis ça mobilise beaucoup de personnes qui sont censées faire autre chose là, de leur temps. Mais outre l'aspect financier, il va y avoir des beaux impacts au niveau de la collaboration. Ça permet beaucoup de briser les silos. C'est fini le temps des cow-boys solitaires qui sont tout seuls dans leur coin, ils font leur code. On ne sait pas trop ce qu'ils font, mais ça fonctionne, fait qu'on ne pose pas de questions. Le fait de faire passer plusieurs devs sur les mêmes tâches, la qualité devient un petit peu l'ownership. L'ownership de la qualité devient partagé. Ça devient la responsabilité de tout le monde. Ça facilite beaucoup le travail à plusieurs parce qu'on a une visibilité sur ce que les autres font. Eux autres, ils ont une visibilité sur ce qu'on fait, puis c'est facile d'en parler ensemble par la suite ou de se poser des questions puis de se challenger sur les approches. Puis, dans une équipe qui grossit, je pense qu'il y en a beaucoup de la scène de start-up ici à Québec. On est habitué de... Bon, l'année passée, on était 20, l'année prochaine, on va être 75. Il y a une partie mentorat qui doit se faire, puis ça peut être un outil pour venir réduire les frictions. Parce que, par exemple, on va pouvoir grouper des personnes, quelqu'un a beaucoup d'expérience, quelqu'un peu d'expérience, faire une espèce de petit pairing comme ça qui va faciliter, bon, d'un, pouvoir poser des questions, moi comme nouveau, puis avoir des réponses de quelqu'un qui est expert, puis de deux, comme expert, être capable de montrer les concepts, montrer les façons de faire dans l'équipe. Fait que ça va diminuer beaucoup, beaucoup le temps requis pour produire des développeurs intermédiaires puis des développeurs seniors dans l'équipe. Ça améliore la communication de plusieurs façons. Entre autres, avec les outils qu'on va utiliser pour faire de la revue de code, c'est facile. Par exemple, moi, je suis en train de préparer une PR pour une tâche qu'il va falloir que je livre, de taguer un membre de l'équipe, poser une question sur un petit bout de code, avoir toujours les discussions en contexte. Ça va éviter qu'une seule personne soit responsable de l'appli. On a tous déjà vécu des trucs en lien avec la règle de l'autobus. C'est pas nécessairement un membre de l'équipe qui se fait frapper par un autobus, mais ça peut être les vacances de Noël, ça peut être quelqu'un qui part en congé de maladie ou qui a un enfant. Il n'y a plus juste une personne dans l'équipe qui est responsable du système de paiement, il y a 2-3 autres personnes qui sont passées dessus et qui savent comment ça fonctionne. Fait qu'on peut continuer d'être payé par la suite. Puis ça devient aussi une espèce de capsule temporelle où 6 mois plus tard, on regarde un module qu'on avait développé puis on se dit « Merde, mais pourquoi on avait choisi cette solution-là? » Il me semble que avec le savoir qu'on a aujourd'hui, on n'aurait jamais dû aller là-bas, dans cette direction-là. Mais on peut retourner dans nos outils de collaboration, voir les discussions, voir les solutions qui avaient été évaluées, puis les raisons en arrière des décisions qu'on avait prises, puis dire « Ah oui, c'est vrai, c'était à cause de telle contrainte. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Oui, bon, mais c'est encore la même solution, même si ce n'est pas la solution la meilleure solution apparente. » Dans la revue de code, il va y avoir différents rôles qu'on va jouer tour à tour. Soit comme auteur quand on écrit du code ou soit comme réviseur quand on repart sur le code de quelqu'un d'autre. Le rôle de réviseur, l'emphase va beaucoup être sur utiliser notre position qui est un petit peu plus macro.
La personne qui a fait une tâche est dans le code, elle est née proche du truc. Nous autres, on a un recul qui va vraiment être utile pour attraper des choses auxquelles l'auteur de code peut ne pas avoir pensé. Une de nos premières responsabilités quand on va commenter sur le code de quelqu'un, ça va être de donner du contexte. On n'est pas des abeilles, on n'est pas des fourmis, on ne partage pas un esprit collectif. Fait qu'on ne peut pas assumer que notre compréhension est la même que celle des autres. Donc, en donnant un commentaire, il va falloir donner beaucoup de contexte, expliquer notre façon de penser en arrière pour être sûr que notre interlocuteur a vraiment compris ce qu'on voulait dire par là. Parce que si on ne le fait pas, ça va encore créer des allers-retours inutiles, puis c'est un petit peu des opportunités manquées d'avoir fait quelque chose de correctement en prenant juste 5 ou 10 secondes de plus. Fait que tendre vraiment vers le plus détaillé que pas assez. Par exemple, moi, je suis nouveau dans l'équipe, j'embarque sur une application Django. On me demande sur le blog d'afficher tous les articles, puis pour chacun des articles, le nombre de commentaires. Fait que je produis ce code-là, je suis super content de ma shot, ça fonctionne bien, j'envoie ça en revue de code, puis je reçois ce commentaire-là en retour. Moi, je viens de sortir de l'école, je me souviens pas d'avoir vu ce que c'est le problème N+1, je comprends pas trop. C'est un peu une occasion ratée d'avoir fait du mentorat puis d'avoir nivelé le niveau de l'équipe vers le haut. À la place, la personne aurait pu prendre une petite minute puis expliquer, écoute, la façon que tu t'y es pris pour récupérer ton compte de commentaires, ça va faire un nombre vraiment important de requêtes à la base de données parce que pour chacun des articles, tu t'en vas récupérer les commentaires, tu les hydrates en mémoire juste pour aller les compter. Fait que expliquer d'où vient mon problème, expliquer c'est quoi l'impact sur le nombre de requêtes, puis comment je peux utiliser mieux les outils que j'ai à ma disposition pour faire ce que j'essayais de faire. Puisqu'en bout de ligne, tous les développeurs essaient juste de réussir à faire la tâche qui sont demandées d'eux autres. Ça peut être de donner des exemples. Quand les explications ne sont pas assez, moi je suis super visuel. Quand je vois du code, ça m'aide beaucoup à raisonner. Donc, mon réviseur aurait pu dire, écoute, il y a moyen de le faire, il te manquait juste à faire, par exemple, une jointure de table ou d'aller chercher cette méthode-là qui te permet d'annoter tes résultats avec le compte de commentaires, puis laisser la base de données le soin de compter les commentaires. Fait que comme dev, moi, c'est beaucoup plus facile de raisonner avec du code. Je suis capable de voir la différence entre ce que j'avais et ce que le réviseur m'a donné, puis dire, OK, c'était ça mon erreur, la prochaine fois, je vais le savoir. Au besoin, vous pouvez aussi envoyer vers de la documentation. J'ai toujours l'analogie, quand on va dans notre famille, dans le temps des fêtes, on se fait demander d'installer des drivers d'imprimante ou de réparer des tablettes. Puis, on n'a pas appris ça personne à l'école. On ne sait pas plus le faire que notre mononcle ou notre ma-tante. On est juste meilleur pour chercher sur Google. Puis, on est meilleur pour chercher sur Google parce qu'on sait quel terme chercher. Dans l'exemple que je donnais précédemment, moi, comme nouveau, je ne sais peut-être pas que agrégation, c'est un concept de mon ORM, puis que j'aurais pu trouver de la documentation qui me permettait de faire exactement ce que je voulais faire. Comme réviseur, ça va être un petit peu mon rôle d'aller coacher ces développeurs-là puis dire, écoute, voici un chapitre que tu peux lire pour en apprendre plus sur les méthodes disponibles dans ton ORM pour faire ce que tu voulais faire, ou voici une autre tâche de Arthur où il y a eu à faire la même chose, ou à la limite, voici une vidéo sur YouTube qui explique le concept que tu essaies de faire. Si vos outils vous le permettent, vous pouvez aussi suggérer des changements directement dedans. L'automne passé, GitHub a ajouté une fonctionnalité, je pense à la mi-novembre, qui permet de suggérer des changements que l'auteur d'une PR est capable d'accepter directement dans l'interface. Quand encore là, c'est visuel, on voit le code qui est proposé, puis on n'a pas besoin de faire, de retourner sur la branche en local, de faire un check-out, de faire les modifications, de s'assurer qu'on fait la même chose qui a été demandé, puis de committer, on est capable d'accepter directement dans l'interface. Ça ne permet pas encore le multiligne, mais clairement, c'est quelque chose qui est dans les plans, mais c'est vraiment excellent pour des petits changements, des petites corrections, soit une typo dans des chaînes de traduction ou un petit ajustement au niveau front-end, comme ici, changer un nombre de colonnes pour ajuster l'interface. Ça vient sauver beaucoup de temps puis beaucoup d'allers-retours entre les différentes tâches. Un autre rôle que vous allez avoir à remplir, c'est d'être un peu des leaders positifs. Puis, vous pouvez challenger l'approche, vous pouvez suggérer des améliorations, mais éviter les commentaires qui ne sont pas constructifs, du genre, OK, cette approche-là, c'est de la merde, ou le code, c'est vraiment de la dompe, puis on va juste
on va juste tout faire crasher en production, c'est stupide d'avoir fait ça comme ça. Il y a vraiment une façon d'apporter la critique de façon respectueuse puis de façon constructive, puis qu'en sortant de cette conversation-là, les deux personnes vont se sentir mieux, puis vont sentir qu'ils ont, d'un, comme réviseur, apporté quelque chose, puis comme auteur, j'ai appris, puis je me sens mieux par rapport au travail qui va être livré en bout de ligne. Comme c'est de la communication non verbale, que tout est écrit, on perd beaucoup en intonation, en débit, en body language, en expression faciale. Fait que des fois, ça peut être utile de transformer un commentaire qui pourrait peut-être sortir sarcastique ou quelque chose, mettre un smiley puis aller désamorcer une situation avant qu'elle arrive. Puis, une fois que le processus de pull request puis de revue est complété, n'hésitez pas à donner des félicitations. Comme développeur, on en reçoit souvent trop peu, on fait un travail un petit peu ingrat des fois, on a l'impression de travailler en arrière du rideau. Ça a beaucoup d'impact pour des développeurs juniors, surtout quand ça vient de membres de l'équipe qui sont respectés, qui ont une espèce de petit status, puis on admire un peu ce qu'ils font, puis ces gens-là viennent nous donner une petite tape dans le dos, ça fait toujours du bien. Je parlais que comme réviseur, on a un contexte différent, puis on a un peu plus de recul. Faut leverager ça pour poser des questions, aller éclaircir des petits bouts de code qui ne sont pas clairs, et forcer la personne à expliquer son raisonnement, pourquoi elle a pris telle ou telle approche. Si la raison est bonne, mais que ce n'était pas évident la lecture de code, peut-être que ça vaut un commentaire dans le code, peut-être que ça vaut un petit refactoring au niveau des noms des méthodes ou des noms des variables. Puis, ça peut amener à avoir un package qui est plus clair pour les prochains développeurs qui vont passer par là. Des fois, ça peut être des questions naïves, dans le sens où vous connaissez déjà la réponse, mais vous voulez vraiment amener l'auteur à penser à son problème sous un angle différent. Pensez aux impacts et aux implications que ça peut avoir. Est-ce qu'on ne devrait pas vérifier avec, je ne sais pas, les administrateurs système qu'on va envoyer 100 000 notifications SMS de plus après cette mise en ligne-là? C'est con, mais tu sais, des fois, on est tellement dans la tâche, tellement le nez dedans qu'on ne pense plus aux impacts que ça peut avoir ailleurs dans le système. L'envers de ça, ça va être aussi de répondre aux questions. Parce que si vous avez été assigné ou choisi pour être le réviseur d'une pull request, c'est que vous avez peut-être une expérience qui est intéressante sur ce bout de code-là ou sur ce bout d'application-là. Peut-être que c'est vous qui l'avez créé il y a quelques mois, puis votre rôle par rapport à l'auteur de ce changement-là, ça va être d'être une personne ressource, d'être là, d'être disponible pour répondre aux questions, expliquer des petits bouts, des fois faire un petit kick-off en début de tâche pour valider l'approche qui a été choisie. Puis, pour réduire votre charge mentale de réviseur, des fois, c'est pratique d'avoir des petites checklists. Ça peut être un truc personnel ou ça peut être un truc d'équipe. Ça permet de ne pas avoir à vous soucier d'oublier des étapes. C'est un peu comme le checklist d'un pilote qui va démarrer son avion puis qui veut décoller. Si tu es interrompu à un moment donné, puis il faut que tu ailles sur une autre tâche ou tu t'en vas en meeting, tu reviens, tu sais où tu étais rendu, puis ça permet de se concentrer à 100% sur la tâche puis à 100% sur le code. Si vous avez une checklist de ce genre-là qui est partagée, ça permet aussi d'avoir une espèce de base uniforme dans l'équipe. Ça peut être de regarder que le scope de la tâche a été respecté. Ça peut être que l'implémentation est facile à lire, que c'est lisible, que les tests passent, que les tests sont descriptifs, qu'au niveau de la sécurité, ça fait du sens aussi. Est-ce qu'on a bien utilisé des requêtes préparées au niveau de la base de données? Est-ce que l'output qu'on fait dans le HTML, on gère bien l'escaping par rapport au contexte? Ça peut être un paquet de trucs comme ça. Puis, il faut vraiment ajuster ça avec le contexte de vos projets. Ou des oublis qui reviennent souvent dans l'équipe. Des contraintes de mise en production, ça peut aller là-dedans aussi, des migrations de bases de données. Au niveau de la durée, on n'est pas des machines, on a un certain niveau de fatigue qui augmente avec soit la taille des revues ou soit la durée des revues. Puis il y a eu plein d'études là-dessus par Cisco, IBM, Microsoft, qui ont pris des gros projets où il y avait eu de la revue de code. Puis on regardait un peu, ça avait été quoi l'efficacité de ces revues-là, en termes de densité de code qui avait été trouvée. Par exemple, s'il y avait eu 100 lignes de code avec 10 erreurs, bien, ils ont regardé qui a réussi à en trouver 7, 8 ou 10, puis c'était quoi les paramètres de revue. Combien de temps ça leur a pris, c'était quoi le rythme de revue qu'il y avait, combien de centaines de lignes à l'heure ils faisaient. Puis ils ont trouvé une espèce de sweet spot où, par exemple, ici, on voit sur le nombre des X la densité de bugs qui ont été trouvés.
puis sur l'axe des Y, pardon, puis sur l'axe des X, le nombre de lignes de code qui étaient en revue. Fait qu'on voit qu'il y a vraiment une tendance où, quand il y a une revue de vraiment beaucoup de lignes de code, on est comme, tu sais, je ne peux pas donner beaucoup d'attention à chacune de ces lignes-là. Je vais passer en diagonale, puis je vais peut-être voir les trucs qui vont me sauter d'en face, mais vous n'allez pas être efficace. Fait qu'il y a une espèce de sweet spot à peu près 200-250 lignes où vous allez trouver entre 70 et 90 % des erreurs. Puis en termes de séances, ça va vous donner des séances au maximum à peu près 1 heure. Si c'est une vraiment grosse tâche qui va vous prendre 4 heures à reviewer, briser ça en 3-4 séances pour être toujours frais puis être toujours efficace. Puis si c'est des tâches plus courtes, bien, vous savez que vous pouvez en coller 4-5 de suite, puis à un moment donné, vous êtes mieux de passer à autre chose parce que vous n'allez plus trouver autant de bugs dans la tâche qui vous a été assignée. Donc, ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de le faire correctement. Puis ça, même pour des changements de juste une ligne ou juste un caractère. Prenez un minimum de 5 minutes, prenez le temps de penser aux impacts, pensez aux conséquences que ça peut avoir. Des fois, c'est pas évident à première vue. Ça m'a déjà scrappé une fin de semaine dans une mise en ligne. On ne comprenait pas pourquoi le système tombait tout le temps. Puis en bout de ligne, on a découvert que c'était un caractère dans une comparaison qui faisait un effet domino. Puis ça a vraiment scrappé nos vacances. Deuxième rôle, ça va être le rôle d'auteur. C'est un peu notre rôle préféré parce que ça nous permet de coder. Ouvrez une pull request ou une merge request le plus tôt possible, dès le premier commit si vous êtes capable, puis prenez le temps de donner du contexte, mettre une belle description, c'est quoi le but de cette tâche-là, c'est quoi l'approche que vous préconisez, puis à la limite, allez poker quelqu'un pour faire valider, OK, c'est comme ça que je veux m'y prendre, est-ce que ça fait du sens? Avant de partir sur une tangente, puis de se faire dire 4-5 jours plus tard, « Eh shit, non, il y a un tool, ça t'aurait permis de faire ça en 15 minutes. » Puis, un peu comme je disais, avec la fatigue des réviseurs, c'est qu'en tant qu'auteur, on va avoir une job aussi de ne pas faire des chunks immenses de code qu'on va juste passer au prochain. Faut essayer de penser, c'est quoi les différents morceaux logiques dans ma tâche? Est-ce que je suis capable de séparer ça en plusieurs tickets? Est-ce que je peux séparer le back-end du front-end? Est-ce que je suis capable de faire ça d'une façon qui va être agréable à réviser? Séparer en sous-tâches au besoin, puis en même temps, ça joue en votre faveur parce que ça va être révisé, approuvé, puis shippé pas mal plus vite. Puis, outre le fait d'écrire du code, ce qui est le fun aussi, c'est de savoir que son code, il ship en production. Parce qu'il n'y a rien de pire que tabletter des tâches là, pendant des jours, voire des semaines. Puis au niveau des réviseurs, ça va avoir un effet différent. Parce que 5 lignes de code, c'est bon, on est capable de regarder. 5000 lignes de code, c'est... Je sais pas, looks good, I guess. Fait que de se concentrer à faire des affaires vraiment on topic, d'avoir un ticket de Jira, une pull request reliée à ça, puis essayer de ne pas faire de trop de changements tant qu'à y être, ça va assurer aux réviseurs que chacun des changements qu'il y a eu dans la tâche est en lien avec l'objectif à accomplir. Faites des commits logiques. Par ça, je veux dire de raconter l'histoire de votre tâche à travers vos commits. Faites des commits petits, faites des commits fréquents, puis ça permet de facilement faire, par exemple, des reverts quand il y a quelque chose qui n'a pas marché ou faire des cherry pick quand vous êtes dans une autre tâche puis que vous avez besoin d'aller chercher un morceau de fonctionnalité. Lire les commits rapidement devrait donner une idée de ce qui a été fait dans la tâche. Trop souvent, on rentre dans une tâche, on regarde le log, puis ça ressemble à fix, update test, oups. Puis je lis ça, j'ai aucune idée sur quoi ça porte. Alors que si la personne avait pris un petit moment, un petit 10 secondes pour écrire des affaires un peu mieux, j'aurais pu voir que, OK, ils ont ajouté un SDK d'AWS, ils ont configuré des buckets pour aller stocker des images puis des PDF. Ça m'a pris 5 secondes, puis j'ai quand même une idée du travail qui a été fait sans aller lire le code. N'hésitez pas à donner vraiment beaucoup de contexte aux besoins aussi. Par exemple, si vous avez une convention d'équipe, que vous donnez le numéro de Jira, bien, vous pouvez écrire ça. Vous pouvez écrire une courte description, style un 80 caractères qui va bien s'afficher dans les consoles. Puis ensuite, il n'y a rien qui vous empêche dans un commit de Git de descendre de ligne puis écrire un paragraphe pour expliquer, écoute, ça c'était le contexte ou ça c'était la difficulté, voici ce que j'ai fait au niveau du code. C'est pas parfait, mais c'est hors de mon contrôle. Il y a un problème upstream dans un projet, voici un lien vers l'issue sur GitHub.
ça vient mettre ça dans votre petite capsule temporelle. À un moment donné, quelqu'un va se demander pourquoi une ligne est comme ça, va faire un blame, va être capable de retourner voir puis dire « Ah, OK, il y a un contexte à ça, je suis capable de voir. » Puis d'aller voir dans les projets reliés si l'issue a été réglé, puis si on est capable de changer ça dans notre projet. Ça aide soit le futur vous à comprendre ce qui a été fait, ou le développeur qui va prendre votre rôle là, dans le futur. Fait que, gardez votre historique propre. C'est rare qu'on fait quelque chose de parfait du premier coup. On oublie tout le temps de committer un fichier ou on fait des tests, puis finalement, il ne passe pas, fait qu'on retourne faire une correction. N'hésitez pas à repasser sur votre liste de commits, voir si l'ensemble est cohérent, utiliser un rebase pour peut-être grouper des commits qui auraient dû être ensemble, ajuster des messages ou des fois splitter des commits qui sont vraiment trop gros. Si votre message ressemble à installer une librairie et configurer telle affaire et ajouter les classes qui vont servir à faire les modèles dans la base de données, bien, le « et » dans votre message vient vraiment vous indiquer qu'il y a plusieurs choses qui ont été faites. Fait que vous pouvez prendre le temps, avec un rebase, d'aller splitter ça et faire quelque chose de propre. Ceci dit, si votre stratégie de merge, c'est de faire des gros squash, ben peut-être qu'il y a un peu moins de valeur à faire ça. Mais c'est quand même cool, si vous êtes plus du genre à rebaser puis à merger, d'avoir toujours cet historique-là, puis d'avoir votre livre de compte que vous êtes capable d'aller lire quand vous vous demandez pourquoi un truc est comme ça. Une fois que votre tâche est propre, vos tests passent, votre historique de commit est vraiment cool, avant de passer la patate chaude à quelqu'un d'autre, passez rapidement sur votre code à tête reposée. Quand votre tâche est finie, prenez le temps de décoller de l'ordinateur, aller prendre un café, aller prendre une petite marche, juste pour vous changer les idées, puis revenez, puis faites une lecture rapide juste pour voir si l'ensemble est cohérent. C'est con, mais ça permet vraiment d'attraper une bonne partie des petits oublis puis des petits problèmes avant de passer la patate chaude à quelqu'un d'autre. Parce que la personne aurait probablement juste dit « ben, écoute, tes tests ne passent pas, retourne, puis c'est un aller-retour inutile. Vous avez causé un changement de contexte à un autre membre de l'équipe qui aurait pu passer ces 10-15 minutes-là à faire quelque chose d'autre. » Prenez le temps aussi d'aller voir peut-être votre ticket dans Jira ou votre issue. Si vous aviez une petite liste de to-do, être certain que vous remplissez tous les critères qui avaient été donnés. C'est super facile à faire dans votre petit auto-peer review comme ça avant de passer la tâche. Puis au besoin, c'est pas interdit, vous autres aussi, de commenter sur votre tâche. Vous pouvez annoter vos changements, orienter un petit peu le réviseur, expliquer des bouts qui ne sont pas évidents, expliquer des choix qui ne sont pas intuitifs. C'est super facile à faire pendant votre auto-peer review. Vous lisez ça, vous remarquez que des portions sont un petit peu pas évidentes, vous ajoutez un commentaire. C'est une belle opportunité de mentorat aussi. Si vous êtes un développeur un peu plus senior, puis vous savez très bien ce que vous venez de faire, mais vous savez que, bon, Simon va passer, puis on vient de l'engager, ça fait 2 mois, mais je vais lui expliquer ici quel pattern j'ai utilisé, ou je vais lui expliquer ici les contraintes de sécurité qu'ils ont par rapport à ça, puis pourquoi je l'ai fait comme ça, puis comment ça aurait pu être de façon pas correcte, puis ça aurait été quoi les impacts. C'est une belle façon aussi de laisser une trace écrite des différentes décisions que vous avez prises lors du développement de votre tâche. Puis les PR, c'est pas juste pour le code. N'hésitez pas à mettre des screenshots, n'hésitez pas à mettre des GIFs. Par exemple, vous avez changé une interaction au niveau de l'interface. Prenez un petit GIF de ça, montrez comment le rollover du bouton se fait, comment utiliser votre feature. N'hésitez pas du tout. Puis si votre environnement le permet, déployez une branche aussi sur un environnement de staging, ajoutez un lien dans votre description, rendez ça le plus facile possible pour le réviseur, de rentrer dans votre tâche, cliquer sur le lien, aller tester le truc sans avoir à faire un check-out en local puis à setuper votre tâche. Rendez ça vraiment facile pour lui de le faire. Assurez-vous de faire rouler les tests. Si vous avez un CI, c'est déjà fait pour vous. Assurez-vous que vos tests font du sens, que les méthodes sont bien nommées, que c'est descriptif, que ça documente bien le code que vous avez ajouté. Puis peut-être que vos tests sont bien divisés aussi. Là, on aime ça regrouper les étapes pour créer un petit peu notre monde, interagir avec, puis faire nos assertions pour s'assurer que les résultats sont corrects. Vous pouvez être porté à vouloir faire des changements esthétiques, des trucs qui, je ne sais pas, répondent pas à vos normes de code style ou n'importe quoi. Si vous êtes capable d'isoler ça dans une autre tâche à côté, ça va réduire beaucoup le noise, puis ça va vraiment favoriser la relecture par votre réviseur. S'il y a à essayer d'ignorer des virgules puis des parenthèses qui ont changé de place, ça vient un petit peu
un petit peu dol à réviser, s'il est capable de se concentrer sur la logique uniquement, puis après avoir une tâche où il n'y a aucun changement de logique, mais c'est juste de la réorganisation de code, c'est super rapide à approuver les deux. Si vous avez des outils qui le permettent, encore mieux, c'est d'automatiser ces changements-là. C'est vraiment pas la job d'un humain de replacer des virgules, de replacer des parenthèses. Vous avez un outil, vous le configurez, vous faites ça une fois, puis après, vous êtes juste capable de l'exécuter puis de replacer votre code selon le standard de votre équipe. Ça libère l'auteur d'avoir à le faire parce qu'il peut juste exécuter le tool, puis ça libère le réviseur d'avoir à regarder ces trucs-là parce qu'il sait que dans l'équipe, les changements de syntaxe, les changements esthétiques, on les regarde juste pas. Gardez votre branche à jour. Si vous avez des tâches qui sont long running, des projets qui durent sur plusieurs mois peut-être, ça j'ai pris ça dans notre codebase pour vrai. Il n'y a vraiment rien de pire que de rebaser une tâche qui a été sur la tablette depuis des semaines ou des mois. Il y a des conflits incroyables, il y a des trucs dans le code qui ont divergé, puis tu te rends compte que ce que tu avais pris 8 heures à coder, ben, ça ne marche juste plus parce que les classes sur lesquelles tu avais bâti tes trucs, ça n'existe plus. Essayez de garder ça à jour au moins une fois par semaine sur des trucs qui sont sur la tablette, ou sinon à tous les jours si vous êtes capable. Ça va vraiment éviter les surprises, ça va éviter les conflits lors de merge, lors de rebase, puis ça va éviter d'avoir à faire ça à la dernière minute quand, OK, la business dit go, votre tâche est prête à shipper, puis là, OK, ma date de release c'est dans 2 jours, je rebase mon truc, ça explose de partout, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai peur de déliter les mauvaises affaires, mais en même temps, je suis un peu rush. Faites-le à mesure. Faites-le à mesure. Vous ne voulez pas être cette personne-là qui s'arrache les cheveux pour essayer de livrer un truc qu'on n'est même pas sûr que ça va fonctionner. C'est un peu comme dans le domaine manufacturier où ils se sont rendus compte avec le temps que garder de l'inventaire, c'est vraiment mauvais. Il y a des bris, il y a des pertes, il y a des vols, il y a de la manutention, puis il y a une espèce de coût à garder ça en ordre. Le code, c'est pareil. Ça se dégrade avec le temps. Fait que moins vous gardez d'inventaire, puis mieux vous allez vous tenir. Un peu comme les réviseurs, ça peut être intéressant d'avoir un checklist personnel de vos erreurs courantes. Chaque personne va répéter à peu près les 15-20 mêmes erreurs à répétition. À vous d'identifier les vôtres, parce que ça va être vraiment quelque chose de personnel. Si vous oubliez toujours de traduire vos chaînes de traduction ou si vous oubliez des fois de, je ne sais pas, écrire des tests ou faites-vous une petite checklist comme ça. Pensez à ce qui revient souvent en commentaire dans vos tâches de peer review. Si vous avez des commentaires qui sont récurrents, ajoutez ça à votre checklist pour être sûr de ne jamais l'oublier. Puis, si vous avez de la misère à identifier c'est quoi vos petits points, vos petites faiblesses, n'hésitez pas à demander aux autres membres de votre équipe autour de vous. Ils ont probablement des suggestions à vous faire, à mettre dans votre liste. Puis, gardez votre liste à jour. Vous allez finir par internaliser certaines pratiques, puis vous n'aurez pas les mêmes problèmes dans 6 mois que vous avez aujourd'hui. Fait qu'hésitez pas à enlever des items que vous avez vraiment, OK, ça, je le fais automatique maintenant, j'ai plus besoin de me le faire rappeler, puis continuez de la travailler. Par exemple, ça pourrait être un truc de même pour un développeur junior de dire, bon, s'assurer que je suis basé sur la bonne branche, que j'ai pas oublié de committer des fichiers, que j'en ai pas en local après avoir poussé ma branche en peer review à quelqu'un d'autre, que mes tests passent, etc., etc. Ça évite beaucoup d'allers-retours encore avec le réviseur. Puis ça permet, par exemple, vous pourriez avoir une liste d'équipes de base que vous venez compléter avec vos systèmes personnels. Puis ça permet à tous les auteurs de code d'avoir un petit peu la même rigueur. Tantôt, je disais de faire des commentaires constructifs. En tant qu'auteur, il faut être capable de prendre la critique aussi. Je comprends qu'il y a un attachement émotionnel à un moment donné. Vous avez passé des semaines ou des mois sur un bout de code, vous êtes super fier, ça marche super bien. C'est comme... Vous êtes vraiment au pic de votre carrière, puis vous vous sentez comme une rockstar. Puis quelqu'un arrive, puis débâtit votre truc un peu, dit des commentaires, puis vous avez l'impression que c'est quasiment des attaques sur votre personne, tellement vous vous êtes identifié à ce code-là. Soyez ouvert à la critique, soyez ouvert à être challengé, à discuter, puis à argumenter vos positions, puis à changer d'idée. Si des arguments meilleurs vous sont proposés, voyez ça comme une belle opportunité de vous améliorer, une belle opportunité d'apprendre des nouvelles affaires, puis en bout de ligne, produire un travail encore plus de qualité, puis être un meilleur développeur en bout de ligne. Ensuite, en tant qu'équipe, ça va valoir la peine de vous asseoir ensemble et discuter d'un paquet de trucs. D'établir ensemble vos standards. Ça peut être vos standards de code, les standards d'outils que vous utilisez, les approches que vous utilisez pour certains types de problèmes. Faites-le ensemble.
puis ajustez-le continuellement. Si votre contexte change ou vos projets changent ou la taille de votre équipe ou de vos projets change, bien, certaines pratiques ne seront plus aussi utiles, mais ça ne donne rien de les répéter comme si c'était de la cérémonie puis de faire les trucs parce qu'on les a toujours faites comme ça. Faites-vous des petits meetings d'équipe. Est-ce que cette pratique-là nous aide encore? Non, on s'en débarrasse, on remplace par autre chose. Prenez le temps de setuper des outils dans vos projets, comme les outils de linting, vérifiez votre syntaxe de CSS, JS et compagnie. Assurez-vous d'avoir un niveau de consistance qui est intéressant au niveau du style, puis ça va vraiment permettre d'élever le niveau de la conversation lors des revues de code. Si vous êtes capable, formatage automatique, mettez ça dans le CI ou mettez ça, certains outils permettent d'avoir un mode dry run que vous pouvez juste mettre dans un hook de pré-commit, puis avant de pousser votre code, ça vous indique « Ah, OK, j'ai telle ligne qui n'est pas tout à fait correcte, je roule le tool, je remets ça dans mon commit, puis je pousse ensuite. » Vous pouvez vous créer des templates aussi. Par exemple, si vous utilisez GitHub ou GitLab, vous pouvez créer des templates pour des issues puis des pull requests. Vous pouvez avoir des templates différents, par exemple, si c'est pour une feature ou si c'est pour un bug. Puis, par exemple, si vos devs oublient souvent d'extraire les traductions, ça peut être une espèce de to-do que vous avez de base dans votre task. Puis ça accélère beaucoup l'onboarding de nouveaux membres dans l'équipe parce que la documentation est disponible à l'endroit puis au moment où la personne en a besoin. Le développeur qui vient de joindre votre équipe vient de faire une tâche, la pousse sur GitHub, crée la merge request, puis là, voit des étapes claires de ajouter une description, ajouter un lien vers Jira, faire mes tests ou whatever. Les étapes sont là, puis est capable de juste cocher ses affaires ou s'assurer que ça a été fait avant de passer la tâche à quelqu'un d'autre. Les devs n'ont pas à retenir toutes les étapes, c'est comme une charge mentale de moins. Au début, quand on rentre dans une compagnie, il y a toujours plein d'affaires à retenir, les dynamiques d'équipe, les petites politiques internes, les particularités des projets un petit peu légataires. D'avoir ça, ça aide beaucoup à faire le ramp-up au début, là, puis à être fonctionnel dans les projets. Puis adapter le template à vos façons de faire, ça peut être différent d'un projet à l'autre. Il n'y a rien qui vous empêche d'avoir des templates là, dans chacun de vos projets, dans chacun de vos repos Git. Puis si vos outils supportent le Markdown, vous pouvez mettre des trucs en commentaire HTML, qui fait que lorsque vous êtes en train d'éditer la description de votre pull request, vous les voyez, mais une fois que c'est sauvegardé, ça disparaît, puis il reste juste les informations que vous avez mises. Vous pouvez être porté comme équipe à choisir un peu les mêmes réviseurs. Écoute, on a 2-3 développeurs seniors, un architecte, on veut s'assurer que le code est cool, fait qu'on les fait toujours passer sur les tâches. Ça ne devrait pas occuper toutes les journées de vos développeurs d'expérience. À long terme, il y a une fatigue qui s'installe, c'est vraiment dole. Puis de varier les personnes, ça va vraiment permettre de mieux diffuser le savoir à l'intérieur de votre équipe. Faites passer des développeurs seniors sur des tâches de développeurs juniors. Ils vont être capables de trouver des trucs qui ne sont pas corrects dans le code, de suggérer des approches. Puis à l'inverse, faites passer des développeurs juniors sur des tâches de développeurs seniors. Ils n'auront probablement pas autant de commentaires à donner, mais ils vont avoir énormément de questions. Et ils vont être capables de demander « OK, mais pourquoi tu t'y es pris de telle façon? C'est quoi ce tool-là? D'où ça vient? » Puis de favoriser comme ça une espèce de petit mentorat puis une espèce d'échange qui est intéressant puis qu'on n'a pas toujours le temps de faire parce qu'on travaille chacun sur nos tâches séparées. Parfait. Réservez au moins 10 minutes. Réservez du temps pour la revue de code. Faites de la revue au moins une fois par jour. Ça se glisse super bien le matin. J'arrive au bureau, je prends un petit café. Par exemple, je rentre à 9h puis j'ai un scrum à 9h30. Dans cette demi-heure-là, il n'y a rien d'utile que je vais être capable de faire. Je ne vais pas partir sur une tâche, ça ne me donne rien. Fait que tant qu'à attendre que mon scrum arrive en lisant mes courriels 14 fois, ben, je vais aller faire une petite passe de peer review. Puis après mon scrum, ça me permet de démarrer ma journée puis de travailler sur mes trucs. Ça se glisse super bien avant. Ou vous venez de terminer une tâche avant d'en commencer une autre, allez faire un petit 15, 20, une demi-heure. Ça va débloquer les autres, ça va leur permettre d'avancer. En revenant de dîner, c'est un peu pareil. Bref, trouvez-vous des moments comme ça où ça ne vient pas briser votre flow, puis ça vous permet d'avoir des blocs de 2-3 heures focus sur vos tâches. Si vous avez un problème au niveau de votre pipeline où les pull requests s'accumulent, vous êtes pris en revue, ça dure vraiment longtemps, vous pouvez peut-être comme équipe, vous trouver un avant-midi à un moment donné, faire une corvée puis dire « OK, là,
on est en train de perdre le contrôle, on va merger ce qui est prêt à déployer, puis on va faire de la revue sur les autres, mais on veut débloquer parce qu'on commence à tabletter trop d'affaires, puis on commence à payer parce qu'on garde des tâches trop longtemps dans le pipeline. Au niveau de comment vous allez choisir puis assigner vos réviseurs, ça dépend un petit peu de votre équipe. Ça peut être super informel dans une petite équipe, ça peut être juste un message dans Slack pour dire « Écoute, ma tâche est prête, puis le premier qui a le temps la prend, révise. » Ça n'a pas besoin d'être plus formel que ça. Dans une plus grosse équipe, vous pouvez avoir, par exemple, je sais pas, une vingtaine de devs, puis là, tu te dis « OK, ben, j'ai une tâche, je veux au moins faire passer quelqu'un qui sait comment ça fonctionne. » Fait que tu peux faire un git blame, voir qui a travaillé sur le truc, de dire « OK, ben, toi, tu vas être reviewer, puis je vais prendre quelqu'un d'autre random dans l'équipe juste pour faire passer le savoir. » Une autre stratégie, ça pourrait être, dans un bout de code, vous n'êtes pas sûr, juste taguer quelqu'un dedans pour l'amener dans la conversation. Par exemple, je fais un algo qui est un peu complexe, je vais aller taguer l'architecte pour qu'il vienne repasser. Ou j'ai une tâche, genre mon boss a vraiment pas pris une bonne décision, il m'a donné un truc de front-end. Je fais du CSS puis du JavaScript, mais là, dire, OK, je vais taguer un dev front-end pour vérifier que je n'ai pas fait n'importe quoi. Donc, ça peut être une autre stratégie aussi pour aller choisir ses réviseurs. Puis ensuite, bien, ça va être de choisir des outils qui vont vous simplifier la vie. Je pense que tout le monde ici doit utiliser des outils de développement collaboratif comme GitHub, GitLab ou j'ai vu Bitbucket tantôt. C'est le genre de truc qui est non négociable, ça vous en prend un, que ce soit on-prem ou que ce soit dans le cloud. Ça permet de discuter sur le code, ça va sauver tellement de temps. Il y a d'autres outils, mais pour vrai, au niveau feature, je me concentrerai vraiment sur ces deux-là. Ils ont des trucs plus le fun que... je ne sais pas Bitbucket à cette heure, mais je sais que dans le temps, il ne l'avait pas. Il était intéressant parce qu'il était gratuit, sauf qu'on se faisait chier un peu. J'ai des anecdotes, là. Sérieux, je travaillais à une place où on n'en avait pas. Puis les peer reviews se faisaient dans Jira. On se mettait des commentaires, on donnait le path du fichier, le numéro de ligne, puis on disait hey, « change tel truc ». Puis on pouvait avoir un beau paragraphe avec, je sais pas, 25-30 lignes comme ça de changements à faire. Puis ce qui était vraiment cool, c'est qu'une fois que tu faisais les changements, tu changeais la disposition des lignes, tu faisais décaler tous les autres commentaires. C'était vraiment le bordel. Mais personne ne voulait investir à prendre le temps pour mettre un tool comme ça. Fait qu'on continuait de pousser notre charrette avec des roues carrées, puis on se disait on fait du travail, on n'a pas le temps de s'arrêter pour faire des roues rondes. Niveau priorisation, vous pouvez utiliser les libellés, les labels, pour donner un petit peu de visibilité sur le statut de votre tâche. Signaler, par exemple, que vous avez besoin absolument de faire du QA là-dessus puis que ça ne peut pas être réalisé en production directement. Dire que bon, ça a été déployé sur une instance de staging ou laquelle. Vous pouvez vraiment utiliser des labels comme ça pour signaler aux autres membres de l'équipe l'état dans lequel votre branche se trouve. Niveau intégration continue, n'importe lequel, l'important c'est d'en avoir un. Ça réduit énormément la charge cognitive, que vous soyez le lendemain de brosse un vendredi matin ou que vous soyez fatigué parce que vous êtes en crunch time et ça fait 60 heures que vous passez. Lui, il n'oublie jamais de rouler vos tests, il n'oublie jamais de checker votre code, il n'oublie absolument rien. Fait que ça évite des reopen pour rien, pour des niaiseries, des petits oublis. Ça vous permet de programmer des tâches nightly si vous voulez générer, par exemple, du code coverage ou générer certains artefacts de build. Puis ben, si vous êtes fancy, ben, ça permet de déployer des branches de staging automatiquement ou de déployer en production automatiquement aussi. Synchronisez vos outils ensemble, que ce soit avec des plugins, que ce soit avec des trucs à la Zapier ou que ce soit une autre affaire. Il n'y a vraiment rien de pire que d'avoir à synchroniser des statuts à la main pour un développeur. Si vos gens business, chargés de projets et compagnie, aiment beaucoup Jira puis faire un suivi là-dedans, ben, assurez-vous que l'étiquette, les statuts, ça suit l'état de vos branches dans GitHub ou dans GitLab. Par exemple, quand vous créez une branche, peut-être que ça met la tâche in progress. Une fois que la merge request est créée, ça la met en peer review. Une fois qu'elle est mergée, ça met la tâche à donne. Assurez-vous d'automatiser les trucs qui s'automatisent. Configurez aussi le nombre minimum de reviewers. C'est quand même cool d'avoir, mettons, 2 personnes qui repassent sur une tâche. Ça veut dire qu'au total, il y a 3 personnes qui sont au courant. Il y a une espèce de sweet spot. Ça réduit beaucoup l'impact du roulement, l'impact des vacances, l'impact des maladies. D'en mettre plus, ce n'est pas nécessairement meilleur parce que votre tâche va toujours être prise en review. Fait que trouvez un petit peu votre sweet spot si c'est 1, 2 ou 3 personnes. Puis sinon, ben, il y a des tools vraiment cool, genre Text Expander. Vous voulez mettre de l'effort à écrire des commentaires, mais faites-le juste une fois, sauvez des snippets.
Puis ça vous donne un petit raccourci, une barre de recherche qui s'affiche. Là, vous avez, je sais pas, un commentaire par rapport à l'indentation. Vous commencez à taper indent, ça vous sort la liste de commentaires. Bang, vous pouvez le mettre. Fait que ça vous permet de mettre plus d'efforts dans vos commentaires, mettre des liens vers de la doc, mettre des exemples de code. Puis vous allez être capable de les réutiliser d'une revue à l'autre, puis être consistant, puis donner à Arthur le même genre d'attention que vous avez donné à Simon la semaine passée. D'autres outils comme Annotate qui permet de faire prendre des screenshots, ajouter des flèches, ajouter du texte, mettre du flou sur des trucs qui ne devraient pas se ramasser sur GitHub. Ça vous permet de prendre des GIFs aussi pour vos interactions, vos trucs de même. C'est un tool gratuit, ça sauve énormément de temps. C'est super facile. Puis c'était tout ce que j'avais pour vous autres. Mes slides vont être disponibles aussi sur le Slack. Si vous avez d'autres trucs, d'autres affaires, vous voulez jaser peer review, venez me voir au 5 à 7 tantôt, ça va me faire plaisir, ça m'intéresse au bout. Est-ce que quelqu'un a des questions? Yes. Quand on est reviewer, là, puis qu'on a quelque chose à reviewer, as-tu des conseils pour qu'on soit des gros mangeurs de marde, puis qu'on se mette à être super sarcastique dans les commentaires, mais tu sais, ça de même, mais c'est juste... Non, c'est bon, c'est bon. On est plus sans s'en rendre compte, c'est de la manière, tu réponds aux commentaires, tu t'en rends pas compte. Évitez d'être jerk. Des fois, tu peux te dire avant d'envoyer ton commentaire, mettons, sur 1 à 10, à quel point j'y tiens à ce que je m'en vais demander. Tu sais, si tu du nitpick parce qu'il n'a pas fait les affaires comme moi j'aime les faire, ou c'est vraiment un commentaire de il y a une raison pourquoi le code devrait être changé, puis ça s'explique. T'sais. Fait que des fois, de prendre le temps de voir, OK, si tu juste une préférence personnelle, je suis peut-être mieux de garder ça pour moi ou d'en discuter out of band avec la personne. Puis sinon, ça peut être ça, de checker sa formulation, se mettre un petit peu dans la peau de l'autre qui va le recevoir, puis de dire, OK, c'est quoi les non-dits là-dedans? Est-ce que je suis capable de peut-être désamorcer quelque chose qui peut être mal interprété? Puis, c'est vraiment une question de contexte. Là. Yes? C'est plus un commentaire. Une des choses que tu as dit, c'est quand tu as juste une couple de minutes de faire des code reviews. Une autre chose qu'on peut faire, c'est dès que tu as fini une tâche, de regarder s'il y a des code reviews à faire. Toujours prioriser de faire avancer les tâches vers done que de commencer du nouveau stuff. Très bonne idée, oui, c'est bon. Ah, c'est vrai, c'était pas une question, ça. Non. Merci beaucoup.